Paris, ville lumière, deviendra-t-elle bientôt Paris la verte? En matière d'environnement, la capitale française aimerait en tout cas montrer l'exemple. Mais comment faire concrètement pour réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre? Un architecte belge propose un projet baptisé Paris Smart City 2050. Le principe, c'est de faire de Paris une ville couverte de tours énergétiquement autonomes et couverte de végétation. Les images, vous allez le voir, font rêver, mais ce projet a-t-il la moindre chance de voir le jour? Bonsoir Vincent Calbeau, merci d'être avec nous. C'est donc vous qui êtes à l'origine de ce projet, vous êtes architecte. Avec nous également Francesco Bandarin, également architecte, urbaniste, bienvenue à vous également. Vous avez longtemps travaillé à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Vincent Calbeau, vous avez fait la une des journaux français ces derniers jours pour votre projet, donc baptisé Paris Smart City 2050. Au-delà de ces très belles images, au-delà de ces croquis très forts de cette ville verte, quel est le fond de votre projet? En quoi consiste-t-il? Le but du projet Paris Smart City 2050 est d'inventer le Paris intelligent de demain qui va pouvoir assurer la transition énergétique de la capitale française et qui va pouvoir répondre à la crise du logement chronique de la ville. Et donc le but est de concevoir 8 prototypes de tours autosuffisantes en énergie ou même énergie positive qui visent sur la solidarité énergétique. C'est-à-dire que ces tours produisent plus d'énergie électrique, calorifique ou même alimentaire qu'elles n'en consomment. Et le surplus énergétique est redistribué aux tissus haussmanniens existants pour faire en sorte en fait, d'inventer la ville post-carbone, post-fossile, post-nucléaire de demain. Alors jusque-là, tout le monde sera d'accord avec vous, en tous les cas pour sauver la planète, mais quelle est la nécessité de révolutionner à ce point l'architecture d'une ville historique comme Paris? Pourquoi ces lignes futuristes? Pourquoi par exemple ces formes arrondies? Pourquoi ces hauteurs aussi, cette verticalité? Nous avons proposé une architecture qui tire son intelligence du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est le fait d'analyser comment fonctionnent les écosystèmes et de faire en sorte que la ville, finalement, soit capable de recycler ses propres déchets, de transformer ses déchets en ressources naturelles, de suivre la course du soleil, de respecter le sens des vents dominants, pour finalement dessiner des projets qui soient sculptés en fonction des données bioclimatiques et ainsi d'inventer une architecture qui limite la facture énergétique. Le but est véritablement d'inventer des nouveaux types de tours, dans ce cas-ci, des nouvelles typologies d'immeubles de grande hauteur, qui soient principalement à moitié de bureaux et à moitié de logements. Ainsi, sans intégration des énergies renouvelables et sans l'intégration des règles du bioclimatisme, rien que par cette multifonctionnalité et cette programmation multiculturelle, on arrive à baisser de 50% la consommation énergétique. Francesco Bandarin, vous êtes convaincu? Bon, écoutez, j'apprécie beaucoup toujours les explorations des architectes. C'est important de faire de la recherche. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans une longue tradition. Hein. Je me souviens la ville radieuse de Le Corbusier qui avait placé au cœur de Paris, mais c'était plutôt un manifesto. C'était plutôt une façon de poser un problème. Et justement, notre ami architecte le pose. Il y a un problème d'énergie, il y a un problème de durabilité de la ville, le recyclage et tout ça. Ce sont des thèmes très, très importants, très sérieux. Maintenant, évidemment, il faut faire le compte avec l'histoire et aussi avec ce que les citoyens veulent. Moi, je pense que Paris a une forme très définie au cours des siècles, évidemment au 19e, c'est une ville 19e, mais c'est la plus belle, la plus importante de ces exemples. Donc je pense qu'avant de la transformer d'une façon tellement radicale, il faudra réfléchir profondément. Mais vous dites Paris doit rester une ville horizontale. Pourquoi? Elle est une ville horizontale. C'est-à-dire c'est une ville, oui, il y a évidemment 2-3 éléments verticaux, la Tour Eiffel, 2-3 choses, mais c'est une ville horizontale d'ailleurs avec une grande homogénéité, parce que Haussmann l'avait voulu comme ça, non, à 6 étages, 30-35 mètres. Donc, c'est cette caractéristique qui est très rare, et d'ailleurs fragile. Pensez à ce qui se passe en ce moment à Londres. Londres a été complètement détruite par la succession d'événements architecturaux et aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui regrette ça. Parce mais cette horizontalité, Francesco Bandarin, beaucoup de spécialistes disent qu'elle est un des facteurs aussi aggravants que ça pollue, ça augmente les déplacements. Non, c'est le contraire. Paris est une ville très dense. Hein.
c'est une des villes les plus denses en Europe. Et pourquoi? C'est une ville compacte. Mais c'est ça la direction que les études et même les politiques internationales prennent. Faire des villes, pas des villes éparpillées, pavillonnaires. Ça, c'est évidemment le contraire, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc l'anti-modèle, c'est la ville compacte. Et Paris est la ville compacte par définition. C'est une ville qui a une densité supérieure à New York, par exemple. Vincent Calbeau, il y a un paradoxe. On a le sentiment que c'est un tabou en France, pas seulement, mais en tout cas en France. Expliquez-nous comment il est possible qu'à Paris, la tour soit synonyme de désastre social et urbain, j'exagère volontiers le trait, alors qu'à New York ou à Dubaï, pour ne citer que ces deux villes, eh bien c'est un symbole de luxe et de modernité. Je crois que c'est une question d'éducation depuis l'après-guerre. On a vendu, par exemple, à la génération de mes parents le rêve de travailler à la Défense, dans un quartier monofonctionnel, et de vivre dans un pavillon 4 façades avec un jardin individuel. Donc, effectivement, nous avons un Paris qui est très horizontal, qui est très énergivore, qui est basé sur l'expansion des modes de transport, publics ou privés, qui vient finalement nous asphyxier. On l'a vu l'année dernière avec les pics de pollution au mois de mars 2014. Et les Parisiens ont été traumatisés par la construction durant les années 70, notamment la tour Montparnasse, qui est une tour monofonctionnelle, qui est plantée seule dans le paysage haussmannien. Donc ça, je comprends tout à fait que tous les Parisiens aient rejeté ce modèle urbain. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'on est capable de faire des tours multifonctionnelles de logements et de bureaux qui viennent intégrer un maximum de services pour les Parisiens et qui sont très intelligents sur le plan technique, sur le plan énergétique. Mais sur l'argument culturel et historique, que répondez-vous? Sur l'argumentation le fait de dévisager, culturelle, historique, moi je pense Paris. Justement, et c'est tout le challenge qu'on a, notamment avec l'UNESCO, c'est de ne pas travailler les uns contre les autres, mais travailler les uns avec les autres pour garder le patrimoine historique qui fait l'identité de la ville de Paris et essayer de la lancer vers cette transition énergétique de 2050 qui promet les 75% en moins de gaz à effet de serre. Alors, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, on le disait, sur le devant de l'actualité. Oui, demain, revue pour changer d'époque dont nous avions déjà parlé sur TV5 Monde, la voici, eh bien, évoque le sujet Tokyo-Singapour, les fermes gratte-ciel mangent la ville, avec près de 60% de l'humanité, dit le magazine, confinée dans les villes. Seule une agriculture urbaine verticale pourra répondre aux besoins alimentaires des métropoles surpeuplées. C'est un reportage en Asie, donc, à la rencontre des nouveaux urbaculteurs. Vous parlez de ces fermes verticales, de quoi s'agit-il ? Donc effectivement, nous, depuis 5 à 6 ans, nous concevons ce qu'on appelle les farm scrapers, c'est-à-dire des tours de logements et de bureaux qui viennent rapatrier le modèle agricole au cœur de la ville sous forme de fermes qui viennent donc s'étager à la verticale où l'on retrouve des balcons potagers individuels et des vergers communautaires. Le but est de réinventer l'innovation sociale en créant des lieux de rencontre où les Parisiens pourront travailler ensemble la terre, cultiver eux-mêmes leur propre alimentation biologique, se transformant donc en agriculteurs. Et cela vient s'inscrire dans la logique notamment du mouvement des locavores, dans le succès des AMAP, où on se dit pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas sur place ce que l'on consomme pour effectivement polluer moins et toujours avoir en perspective de passer d'une économie linéaire qui produit, qui consomme et qui jette à une économie circulaire qui recycle tout ce qu'elle produit, tout ce qu'elle consomme. Francesco Bandarin, ce n'est pas la première fois, vous le disiez tout à l'heure, qu'on a ce genre de projet comme ça qui émerge dans le débat public. On pense notamment à tous ces projets de grandes tours, ces grandes dalles. Ça n'a pas toujours très bien marché quand ça a été mis en place. Comment vous l'expliquez ? Moi, je pense que les tours ont une fonction. Il ne faut pas être contre les tours par principe. Ont une fonction surtout, je pense surtout du côté, disons, pas du résidentiel, mais plutôt du côté du bureau, tout ça. D'ailleurs, la défense est la preuve de ça. Les tours, il faut les mettre groupés et, disons, dans un endroit où ils peuvent, le trafic et tout le reste peuvent être bien gérés. L'erreur, c'est de les mettre éparpillés ici, là, dans la ville. Moi, je trouve que ça, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à Londres. Avec des Vous craignez quoi, une ville-musée, c'est ça, en fait ? Non, je pense que c'est pas une ville, c'est une ville patrimoine. Oui, le contraire, pardon. C'est une ville patrimoine, c'est-à-dire c'est ce que les citoyens veulent, même les politiques. Non, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup reprochent justement, on va vivre dans des villes-musées et on va rester en arrière. Paris n'est pas une ville-musée, une ville qui évolue, il y a beaucoup de dynamisme, même de construction et de bâtiments. C'est pas une ville figée,
hein, mais c'est une ville qui garde son aspect patrimonial parce que c'est une grande valeur. Les gens viennent à Paris pour voir Paris. Hein. Paris est la ville la plus touristique du monde. Pourquoi? Parce que les gens veulent voir cette beauté qui est la ville de Paris. Donc il faut garder ça. C'est une valeur économique mais aussi patrimoniale. Moi je pense que ça doit être mis à l'intérieur du débat. Et est-ce qu'il y a selon vous un vrai risque, vous qui venez de Venise en Italie, il me semble, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir des villes historiques comme la vôtre vidées de ses habitants et que Paris prenne le chemin au fond de ces grandes cités? C'est un risque. Le tourisme peut créer des problèmes. Et même à Paris, hein, pas seulement à Venise. Il y a eu des transformations liées au tourisme ici à Paris qui sont moins visibles, mais qui sont évidemment à gérer. Et d'ailleurs, la ville et la commune en est consciente. Mais en même temps, s'il y a des valeurs qui sont définies par la société, par la communauté, par les politiques, non, comme valeurs importantes, il faut les respecter et essayer de trouver un compromis. Dans l'urbanisme, il n'y a pas le blanc et noir. Est-ce que votre projet a des chances, sincèrement, de voir le jour? Quand on voit ces photos, on se dit qu'on y est encore loin. Le but du projet était avant tout de dresser les perspectives d'évolution, de l'intégration de ces immeubles de grande hauteur dans un tissu patrimonial. Et effectivement, le but était de créer le débat, mais non pas un débat destructeur comme on a pu connaître l'année précédente, mais un débat constructif qui fasse en sorte que les architectes et les urbanistes, ceux qui s'occupent du patrimoine et les Parisiens eux-mêmes participent à la construction du futur Paris, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir y habiter, comment est-ce qu'on va pouvoir s'y déplacer. Moi, je fais partie, par exemple, de la génération des trentenaires, où on a effectivement du mal à trouver à un prix plus ou moins normal une accessibilité au logement. Et donc, on se pose ces questions. Est-ce que la ville, finalement, ne doit pas être un mix entre une ville patrimoniale, une ville verticale qui vient s'organiser intelligemment autour de la multifonctionnalité et des côtés multiculturels. Et surtout, on ne veut pas construire des quartiers de tours monofonctionnels, comme par exemple à La Défense, qui sont hyper énergivores, monofonctionnels, qui n'accueillent que 20% de logements et qui finalement ne représentent pas un modèle urbain pérenne. Francesco Bandarini, vous avez évoqué Londres, qui est pour vous est un cas d'école, vous le disiez. Que faire à votre avis? Alors comment concilier l'environnement et aussi préserver un patrimoine historique et culturel? Il y a un problème, évidemment, de rendre compatibles certains objectifs de densification. Je suis d'accord, il y a un problème de crise de logement, les prix sont impossibles, peut-être il y a moins d'espace pour les bureaux, tout ça. Mais là, il faut étudier la ville, c'est un travail très, très fin qu'il faut faire, parce qu'il y a possibilité de faire de densification dans une ville comme Paris, elle est grande. Et en plus, il ne faut pas la considérer seulement intramuros. C'est une ville avec un énorme banlieue. Mais n'oublions pas que tout ça se joue alors qu'il y a le projet du Grand Paris. Il faut regarder le Grand Paris. Si on regarde Paris seulement à l'intérieur du périphérique, on ne va pas trouver des solutions. Il faut le regarder dans l'ensemble. D'ailleurs, c'était ça la logique du Grand Paris qui avait été lancée il y a quelques années. Et je trouve avec des propositions très intéressantes qui sont sorties. Hein. Et voilà, le débat ne fait que commencer. Pour ces clés de réflexion. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes.